Merci à la FEF pour l'invitation. Donc, je n'ai plus de lien d'intérêt avec ce sujet. Donc, les objectifs pédagogiques qu'on m'a demandé de traiter, c'était de connaître et savoir reconnaître les types de cancers induits par l'utilisation des immunosuppresseurs en hépatologie, savoir individualiser le risque et les types de cancers selon les facteurs de risque associés, connaître le rythme de la surveillance et de dépistage des cancers induits par les immunosuppresseurs, et puis la place de la coloscopie de dépistage chez ces patients. Alors j'essaye de répondre à ces différentes questions, mais j'avoue que je n'ai pas la réponse à toutes. Donc juste pour commencer brièvement, un schéma d'activation du lymphocyte par la cellule présentatrice de l'antigène avec les différentes cascades d'activation, juste pour dire que le lymphocyte, c'est la cible des immunosuppresseurs qu'on utilise en hépatologie, donc les inhibiteurs, les anticalcineurines, les antimétabolites et puis les inhibiteurs de mTOR. Si on prend le schéma de carcinogénèse post-transplantation, on voit que le traitement immunosuppresseur est un facteur classique d'augmentation du risque de cancer solide après transplantation, mais qu'il y a aussi le problème de virus oncogéniques, les facteurs de risque individuels, la déférence d'organes notamment et la diminution de l'immunosurveillance. Donc, il ne faut pas considérer uniquement le traitement immunosuppresseur, mais un grand nombre de facteurs de risque pour ces patients, donc les facteurs démographiques, le sexe, l'âge, le phototype, notamment pour les cancers cutanés, les facteurs environnementaux, notamment l'exposition à des toxiques, l'exposition solaire, les antécédents médicaux, le syndrome métabolique, les agents infectieux, comme on a vu les virus pro-oncogènes, et puis le traitement immunosuppresseur avec le type de traitement, la durée, l'intensité, le nombre de traitements associés. Donc schématiquement, j'ai retenu deux situations classiques en hépatologie. Finalement, on a soit les patients qui ont une hépatite auto-immune, plus ou moins un overlap, soit le patient qui est greffé hépatique. Les patients donc, et les schémas immunosuppresseurs sont un peu différents, donc c'est pour ça que j'ai fait un petit peu cette dichotomie. Les patients qui ont une hépatite auto-immune, plus ou moins un overlap, en général sont traités en première ligne par l'azatioprine avec initialement de la corticoïde. Les traitements de deuxième ligne sont en cas d'inefficacité ou d'intolérance, donc le mycophénolate ou éventuellement un anticalcineurine. Et puis les traitements de troisième ligne qui sont rarement utilisés. Chez le greffé, on part plutôt sur une immunosuppression par anticalcineurine plus ou moins mycophénolate. On utilise de plus en plus dans certains cas, notamment en prévention primaire ou secondaire de ce risque de carcinogénèse, comme on le verra, les inhibiteurs de mTOR, et puis les autres immunosuppresseurs dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Donc on va commencer par un cas clinique, une patiente de 35 ans qui consulte pour une cytolyse inexpliquée, persistante. On fait un diagnostic d'hépatite auto-immune de type 1 avec une atteinte fibrosante sévère F3 dans la présence d'anticorps antinucléaires, une hypergamma importante et puis surtout une biopsie confirmative. La patiente, elle est traitée par une combinaison azatioprine corticoïde qui va permettre une normalisation de la biologie hépatique. On stoppe les corticoïdes et on laisse la patiente sous Immurel au long cours. Et après 9 ans de traitement, donc c'est un vrai cas, la patiente revient avec un diagnostic de cancer du sein qui est porté suite à la palpation d'un nodule malaire. Elle est opérée, elle reçoit un traitement par radiothérapie adjuvante puis hormonothérapie. Donc la première question que je voulais vous poser, c'était parmi les tumeurs malignes suivantes, quelles sont à votre avis celles qui ont une incidence supérieure chez les patients suivis pour une hépatite auto-immune comparativement à la population générale? Donc le cancer du sein chez la femme, cancer de la prostate chez l'homme, les cancers cutanés hors mélanome, les lymphomes, le cancer de poumon. Je vais vous laisser répondre. Donc, effectivement, alors mince, désolé, je crois que j'ai fini. Les cancers cutanés hors mélanome et le lymphome, le cancer du sein chez cette patiente, en fait, il n'y a pas un surrisque, comme je vais essayer de vous le montrer.
Donc il y a cette étude récente, une étude à partir du registre suédois, 5200 patients patientes essentiellement suivis pour une hépatite auto-immune versus la population générale. Et donc on utilise le ratio d'incidence standardisé, donc c'est le risque par rapport à une population appariée avec le sexe et l'âge, et on voit qu'il y a un CIR, donc un surrisque augmenté de 1,5. Mais en fait, ça ne touche pas tous les cancers. Il y a un risque très augmenté par rapport à la population générale de cancer hépatobiliaire avec un CIR à 12,4, et donc c'est le risque de carcinome hépatocellulaire en cas de cirrhose, qui survient quasiment exclusivement en cas de cirrhose, avec une incidence en cas de cirrhose d'environ 1% par an. Et il y a aussi un risque augmenté de certains cancers extra-hépatiques avec un CIR à 1,3. Donc on estime l'incidence environ de 3% après 10 ans après le diagnostic d'hépatite auto-immune. C'est essentiellement donc les cancers cutanés non mélanomes et les lymphomes. Il y a quelques études qui montrent soit un signal de surrisque sur le cancer colorectal, comme je vais vous le montrer, et puis le cancer ORL chez la femme dans une étude japonaise, mais je ne sais pas si on peut l'extrapoler à nos populations. Donc ce petit tableau, c'est juste une revue de la littérature qui montre un petit peu les surrisques dans différentes études. Donc globalement, le CIR, il est entre 1,5 et 3. C'est essentiellement donc, les cancers hépatobiliaires qui varient entre 8 et 12, donc peu importe, et les cancers extra-hépatiques, donc avec un CIR entre 1,3 et 2,7. Donc on retrouve le cancer de la peau et les lymphomes dans la plupart des études. Alors vous me direz, la plupart c'est des études suédoises, donc on a juste plus de patients, mais c'est également retrouvé dans l'étude néo-zélandaise, avec une petite alerte sur le cancer colorectal dans cette étude néo-zélandaise, et avec notamment un CIR très augmenté en cas d'overlap avec la cholangite. Donc il faudra garder ça en mémoire pour la surveillance. Et puis donc l'étude japonaise qui ne trouve pas de surrisque de cancer ORL, cutané ou de lymphome, et là il y avait un surrisque de cancer ORL chez la femme. Je ne suis pas sûr qu'on puisse forcément extrapoler, il y a peut-être des facteurs environnementaux ou génétiques qui expliquent ces différences. Après, donc, la question, c'est est-ce que finalement c'est différent selon le type de traitement immunosuppresseur qu'on utilise? En fait, le problème, c'est que la majorité des données publiées, puisque les patients sont bien stabilisés, ça concerne l'azatioprine, donc plus de 90% des papiers. Donc, je vous rappelle qu'en cas de traitement deuxième ligne, en cas d'intolérance à l'Immurel, on utilise le mycophénolate, et plutôt en cas d'inefficacité, plutôt la cyclo ou le tacro, qui semble être plus efficace que le mycophénolate. Et en fait, dans les études, avec des effectifs qui sont relativement petits, on n'a pas de données spécifiques sur ces traitements de deuxième ligne. Donc, ce que je vous ai montré, c'est essentiellement avec l'azatioprine. Donc, quel dépistage faut-il proposer à nos patients? Donc, il faut, à mon avis, proposer un dépistage qui est ciblé, enfin un dépistage ciblé qui est lié au surrisque. Donc, en cas de cirrhose, faire l'échographie semestrielle, l'examen cutané pour dépister les lésions cutanées, et puis ne pas oublier, notamment en cas d'overlap avec une cholangite, la coloscopie annuelle, d'autant plus s'il y a une MICI associée. Et puis, surtout, je pense que chez nos patients, il ne faut pas oublier le dépistage de la population générale. Je vous rappelle les 3 programmes nationaux de dépistage organisés. Donc, il y a le dépistage du cancer du col de l'utérus entre 25 et 65 ans, avec des modalités qui diffèrent entre 25-30 ans et puis après. La mammographie pour le cancer du sein entre 50 et 74 ans, et puis le cancer colorectal, je pense que vous connaissez bien, entre 50 et 74 ans. Donc ça, c'était la petite plaquette pour le livret où les modalités sont rappelées. Donc reprenons sur le cas clinique. Après 10 ans de traitement par azatioprine, on a une patiente qui a, donc juste après la fin de son traitement, le bilan hépatique est strictement normal, un dosage pondéral des IgG qui est normal, les gamma-globulines qui sont normales. On fait une biopsie avec des lésions qui sont minimes. Je vous rappelle qu'elle était à F3, mais qu'elle a réussi à régresser après le traitement. Et on se pose la question de l'arrêt de l'azatioprine chez cette patiente. Donc la question que je voulais vous proposer, c'était: faut-il continuer à surveiller la peau de nos patients après l'arrêt de l'azatioprine? Donc oui, non, je ne sais pas.
Donc la réponse est, alors moi j'ai répondu pareil que vous, donc oui, ou bien je ne sais pas, parce qu'en fait, j'avais pas tendance à arrêter les patients sous Vimurel, donc c'est un peu nouveau d'essayer chez ces patients qui sont bien stables. Donc finalement, on n'a pas de données de ce qu'il faut faire si on arrête l'Imurel chez ces patients. Après, si on se souvient de nos collègues mikistes, ils avaient fait cette belle étude où ils montraient que chez les patients, même après arrêt du traitement immunosuppresseur par azatioprine, il y avait un surrisque de survenue de cancer cutané, notamment dans la population de plus de 50 ans. Donc probablement que chez ces patients-là, il faut garder une surveillance dermatologique. Je vous propose maintenant de passer sur la transplantation avec cette première question multiple. Donc la survenue d'un cancer de nouveau non cutané après transplantation hépatique, c'est un événement rare, ça n'impacte pas la survie, ça survient préférentiellement en cas de traitement par inhibiteur de mTOR, rarement fait à un stade métastatique où ça peut être diagnostiqué à l'occasion d'un dépistage ciblé dans certains cas. Donc effectivement, la plupart des réponses sont fausses, sauf la dernière. Et on verra que ce dépistage n'est pas très simple à mettre en place. En cas de greffe hépatique pour cirrhose alcoolique, quels sont les cancers des novo les plus fréquents avec un CIR augmenté? Donc le mélanome, le cancer ORL, bronchopulmonaire, l'estomac ou le cancer colorectal. Donc les réponses, c'était à peu près ce que vous avez répondu. Donc le cancer ORL, cancer bronchopulmonaire, et puis on verra que dans cette population, il y a un signal sur le cancer colorectal. Donc peut-être qu'il doit aussi impacter notre dépistage. Donc premièrement, la survenue d'un cancer de novo post-greffe, c'est un événement qui est fréquent. Tout à l'heure, je vous parlais d'une incidence de 3% à 10 ans. Là, on est de l'ordre de 30%, donc c'est la cohorte française à partir des données de l'ABM. Sur 11 000 patients, on voit que l'incidence augmente au cours du temps. Et c'est une probabilité de tumeur solide. Et on a à peu près la même chose dans la cohorte anglaise. Alors là, ce n'est pas que des greffés hépatiques, c'est l'ensemble des receveurs, mais on a ce même surrisque avec un décalage très net par rapport à la population générale, comme vous pouvez le voir sur la courbe de droite. C'est un impact majeur en termes de pronostic. Nos collègues montpelliérains ont bien montré qu'en cas de survenue d'une tumeur solide post-greffe, le pronostic était nettement moins bon. Lorsqu'on s'interroge au différentiel de survie après greffe des greffés, la population greffée hépatique par rapport à la population générale appariée avec l'âge et le sexe, donc on voit qu'il y a un différentiel, et en fait pour la moitié des décès en fait est de cause néoplasique, et ce risque de décès par cause néoplasique est essentiellement dans la population des greffés pour une cirrhose alcoolique ou bien pour les patients greffés pour une cholangite sclérosante. Est-ce que tous les traitements immunosuppresseurs se valent? Non, alors j'avais pas le temps pour vous donner un peu plus de données sur les études in vitro ou in vivo, mais schématiquement, il faut bien retenir que les antimétaboliques, les anticalcinorines ont un effet délétère avec un risque de carcinogénèse qui est augmenté. Et les inhibiteurs de mTOR ont un rôle plutôt protecteur. Alors après, j'ai mis le pouce sur le côté parce que si on se met par rapport à la population générale, je ne suis pas sûr que ça soit forcément très bon de prendre un inhibiteur de mTOR. Néanmoins, s'il faut privilégier un traitement immunosuppresseur, c'est probablement les inhibiteurs de mTOR si on a une problématique de prévention de la carcinogénèse ou de traitement.
Donc sur ce tableau un petit peu indigeste, il y a les résultats donc de quel type de cancer voit-on en fait après greffe hépatique. Donc il y a la cohorte anglaise et la cohorte française côte à côte. Ce qu'on voit, c'est que le CIR est le même dans les deux cohortes, d'où probablement la robustesse des résultats avec un CIR à 2,2. Donc il y avait les cancers non mélanomes et lymphomes qui étaient pas recueillis dans la cohorte française, mais avec un risque augmenté dans la cohorte anglaise. Ensuite, on a les cancers ORL, pulmonaire, œsophage, et puis donc ce surrisque de cancer colorectal avec ce signal. Et si on s'intéresse maintenant à la population, si on split les résultats par rapport selon l'indication, sur la droite, vous avez donc la cohorte française, les résultats de la cohorte française, donc chez les patients qui ont été greffés pour toute cause sauf alcool. Donc on voit que le surrisque est un peu plus faible et on n'a pas de rouge, donc on n'arrive pas à individualiser un surrisque par type de cancer. Donc probablement que dans cette population, le dépistage va être un peu plus compliqué à mettre en place. Par contre, si on s'intéresse à la population qui est greffée pour une cirrhose alcoolique, eh bien on voit que le CIR il est nettement plus important. Et puis donc on a des cancers ORL, œsophage, et puis ce surrisque également de cancer colorectal. Donc probablement que dans cette population particulière, il faudra mettre en place un dépistage ciblé. Si on s'intéresse, on m'avait demandé quelle est la place de la coloscopie. Donc si on s'intéresse sur le cancer colorectal post-transplantation, on a des données, donc là c'est le registre américain, pareil, c'est tout receveur d'organes solides, donc c'est pas que les receveurs de foie, mais on voit qu'il y a un surrisque de cancer qui est assez précoce, notamment au niveau du côlon droit, hein, assez rapidement après la greffe, et puis surtout que ce risque il a tendance à augmenter, alors que les risques apparemment de cancer du rectum ou du côlon gauche semblent à peu près stables au cours du temps. Et quand on individualise dans cette population de greffés, eh bien, il y avait les patients greffés pulmonaires qui avaient un surrisque, notamment en cas de greffe pour une mucoviscidose. Et puis donc les patients greffés hépatiques, alors le surrisque apparaissait très nettement pour les patients greffés pour une cholangite sclérosante. On aurait aimé avoir le détail des patients qui avaient une cirrhose alcoolique, mais ce n'était pas disponible. Alors, le dépistage permettrait un diagnostic plus précoce et donc améliorerait le pronostic, mais est-ce qu'on a des données, ça c'est relativement intuitif, mais est-ce qu'on a des données qui vont dans qui prouvent ce principe? En fait, on n'a aucune donnée de très bonne qualité, on n'a aucune étude randomisée. On a quelques données parcellaires, notamment cette étude autrichienne où les auteurs montraient que lorsqu'ils mettaient en place un programme de dépistage du cancer, on améliorait la survie des patients. Et puis il y a cette étude française où en fait c'était une étude d'aubaine où il y avait deux stratégies. Une équipe qui faisait du dépistage avec des scanners thoraciques faible dose régulièrement, et puis une équipe qui faisait pas de dépistage. Et en fait, on voit que ce qu'on attendait intuitivement, mais c'est bien noté, c'est que lorsqu'on fait du screening, eh bien, on fait un diagnostic plus précoce. On peut traiter nos patients de manière curative et on a un taux de mortalité qui est moins important. Donc, c'est un argument quand même assez fort pour proposer un dépistage chez ces patients. Alors ensuite, quel dépistage pour le patient greffé hépatique? Donc, en fait, c'est les recommandations, elles diffèrent selon la société savante. Là, c'est les recommandations américaines qui, en fait, vous voyez, sont différentes selon que vous regardez les recos de l'ASLD ou de l'AST. Et puis, quand ils gradaient en fait le niveau de preuve, globalement, c'était essentiellement avis d'expert, puisqu'on a peu d'études bien faites. Je vous propose de regarder la partie droite. C'était une bonne revue de Patricia Bourra qui essayait de dire quel serait le dépistage optimal avec donc l'examen cutané, ORL, éventuellement le scanner dosimétrique chez les patients qui ont un facteur de risque. Le cancer du sein et le cancer du col, c'est idem la population générale. Et puis pour le cancer colorectal,
Donc il n'y a pas de doute qu'il faut dépister les patients qui ont une cholangie sclérosante avec Mickey. Les patients, est-ce qu'il faut faire une coloscopie à partir de 50 ans chez les patients alcooliques ou NASH? C'est une question qui était posée. Et puis il y a même certains auteurs qui se posaient la question de faire une coloscopie systématique 2 ans après greffe. Donc pour conclure, le risque global de cancer est augmenté chez les patients ayant une hépatite auto-immune et greffée hépatique par rapport à la population générale. Chez les patients qui ont une hépatite auto-immune, il existe particulièrement un surrisque de cancer cutané non mélanome et d'hémopathie. Le surrisque de cancer colorectal reste à confirmer avec ces résultats donc, de l'étude néo-zélandaise. Chez le patient greffé hépatique, il y a un surrisque global de cancer cutané non mélanome et d'hémopathie. Il y a un net surrisque de survenue de cancer ORL, pulmonaire, œsophage chez les patients greffés pour une cirrhose alcoolique, surtout en cas d'antécédent de tabagisme, même si le tabagisme est sevré. Le surrisque de cancer colorectal reste, à mon avis, à confirmer, probablement par des études complémentaires, notamment dans la population maladie alcoolique. Et pour finir, donc le dépistage doit associer, à mon avis, les modalités de dépistage de la population générale, donc sein, col, l'utérus et côlon, et un dépistage ciblé adapté aux surrisques et aux facteurs de risque du patient. Donc en cas d'hépatite auto-immune, donc faire l'échographie semestrielle en cas de cirrhose et l'examen dermato-annuel. En cas de greffe hépatique, donc l'examen dermato-annuel. Et dans la population cirrhose alcoolique, discuter l'examen ORL annuel, le scanner thoracique low-dose annuel, éventuellement la gastroscopie Lugol, si jamais on fait une coloscopie, probablement qu'il faut essayer peut-être aussi d'aller voir. Et puis en cas d'overlap, ou bien de greffe pour une cholangite avec Mickey, il faut bien penser à la coloscopie annuelle. Je vous remercie. Merci beaucoup Olivier. La présentation est ouverte à discussion. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui. Oui, merci Olivier. J'ai une question concernant l'Immurel dans les hépatites auto-immunes avec deux points. La première, est-ce qu'on a des données sur les doses? Parce qu'on a quand même un certain nombre de patients qui vieillissent, qui sont équilibrés sous toute petite dose d'Immurel. Et je trouve qu'on se pose la question de maintenir l'Immurel chez ces patients qui vieillissent, ces patientes souvent qui vieillissent. Et finalement, est-ce qu'il y a un seuil où on peut être tranquille ou est-ce qu'au contraire, il faut tenter de l'arrêter? C'est une très bonne question. Je n'ai pas la réponse. En tout cas, je ne l'ai pas trouvée. Ni d'effet dose, ni d'effet classe. Après, moi, c'est vrai que j'ai tendance à diminuer la posologie et au long cours et avec des finalement faibles doses et ne pas respecter le 1,5 mg/kg et parce que j'avais peur d'arrêter en fait. Alors je commence un petit peu à arrêter pour certains patients qui sont stables, mais voilà, donc je ne peux pas répondre à ta question. Mais... Didier Samuel. Oui, bonjour, merci, c'était très bien. Je voulais faire un commentaire, une question en commentaire, c'est sur chez les greffés. Face au cancer cutané, on peut en effet faire des switches à des inhibiteurs de mTOR. Il faut savoir, pour ceux qui ne l'ont pas manipulé, que c'est quand même un switch qui doit être prudent parce qu'il y a certains patients supportent très mal, ont des complications aux inhibiteurs de mTOR. Donc le switch, quand il marche, c'est très bien parce que ça réduit vraiment les cancers cutanés non hors mélanome. Donc ça, c'est un point pratique. Et l'autre élément, la question que je voulais savoir, c'est s'il y avait des études qui montraient une réduction du risque de cancer chez les immunosupprimés autres que les cancers cutanés avec les inhibiteurs de mTOR. À ma connaissance, dans la population greffée ou greffée, qui est une population qui est immunosupprimée. Sur les hépatites auto-immunes, je pense que ça n'a jamais été fait. Donc, non. À ma connaissance, non. Après, je sais que ça a une action sur le cancer du rein, mais non, je ne vais pas te donner... Alors, Olivier, là c'est un cas clinique à mon avis. Donc, quelle conduite à tenir
proposes-tu, en cas de découverte d'un carcinome basocellulaire, à l'introduction d'un traitement par Immurel pour une hépatite auto-immune? Contre-indiques-tu l'Immurel? Et si oui, que proposes-tu à la place? Je pense que pour le coup, on peut utiliser les inhibiteurs de mTOR. On a quelques données dans la littérature sur les hépatites auto-immunes avec un traitement par inhibiteur de mTOR. Moi, j'aurais tendance à éventuellement proposer ça. Je ne sais pas si on peut contre-indiquer d'une manière définitive l'Immurel sur cette donnée, mais si on devait faire un switch, moi, je mettrais sous inhibiteur de mTOR ces patients. On a quelques données dans l'hépatite auto-immune où ça semble être efficace. Toujours sur cette thématique, si tu as un cancer sous Immurel dans une hépatite auto-immune, tu stoppes l'Immurel? Là, tout à l'heure, c'était avant introduction du traitement, et là, donc tu mettrais sous mTOR. En fait, ça dépend de la gravité de la maladie, je pense que ça dépend du recul qu'on a, ça dépend du cancer. Et puis, moi, j'étais pas un grand partisan de l'arrêt, voilà, mais c'est vrai que s'il y a des critères de réponse objective et qu'on est vraiment à distance, peut-être qu'on peut se poser la question. Moi, la patiente, j'ai arrêté le traitement, parce qu'elle était parfaitement contrôlée, avec une surveillance trimestrielle. Je ne crois pas qu'il y ait de guidelines, il faut faire ci ou ça dans telle situation, mais moi, j'aurais tendance à soit plutôt privilégier un inhibiteur de mTOR également, ou éventuellement avoir des low doses d'Immurel. Après, quand on regarde les contre-indications, si on regarde le Vidal aussi, normalement, le cancer, c'est une contre-indication à l'azatioprine. Donc, bon. Et si tu arrêtes l'Immurel, tu la biopsies avant? Ah oui. Il faut qu'ils aient des trans anormales, hyper normales, un dosage des IgG normaux, des gamma-globulines. À mon avis, s'ils étaient cirrhotiques, j'aurais vraiment tendance à ne pas le faire, ne pas arrêter, parce qu'une poussée, voilà. Et puis une biopsie qui est très rassurante, avec plus du tout d'inflammation, et idéalement une régression nette de la fibrose. Mais voilà. On va rester sur l'Immurel. Le risque de lymphome sous Immurel est-il en lien avec le BV ou indépendant de celui-ci? Indépendant. Enfin, voilà, c'était pas des lymphomes. Alors, deux questions sur la surveillance. La première, c'est l'intérêt réel d'un dépistage semestriel du CHC en cas de cirrhose auto-immune, puisque l'incidence est plus faible qu'en cas d'autres causes de cirrhose. Alors, il y a justement des discussions sur le coût-efficacité du dépistage, puisque le seuil de mémoire, je crois, pour que ça soit coût-efficace, ça doit être 1,5% de CHC. Et donc, et là, on est en dessous, 1%. Moi, j'aurais tendance, pour l'instant, si on n'a pas cette contrainte économique, à rester un dépistage du carcinome hépatocellulaire, cirrhose et échographie semestrielle. Oui, et puis tant qu'à faire un dépistage, soit on le fait tous les 6 mois, soit on ne le fait pas. Ah bah oui. D'accord. On descend un peu. Compte tenu du risque de cancer anal, préconisez-vous une surveillance proctologique? C'est vrai que j'avais la même réflexion quand j'ai vu que sur l'étude anglaise, il y avait un risque de 10 et que ce n'était pas retenu dans les recommandations. La question, c'est comment dépiste-t-on aussi? En fait, le problème, c'est, de toutes ces études, c'est le codage des tumeurs, parce qu'on ne retrouvait pas du tout dans la cohorte française, donc on n'avait pas forcément de données. J'espère ne pas avoir cette question, mais non, après, je pense que peut-être, je ne sais pas s'il faut faire une anuscopie avec un frottis, rechercher l'HPV de manière systématique. Est-ce que c'est chez des patients avec des facteurs de risque? Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de centres de greffe qui fassent un examen procto annuel ou tous les 3 ans, mais je ne sais pas si dans la salle il y a des expériences là-dessus. Dans la salle, il y en a qui ont de l'expérience. Dans les centres de greffe.
Didier? Non, on n'en fait pas, mais c'est vrai qu'on a eu plusieurs cas de cancers anaux dus à des cancers HPV induits. Alors, plus particulièrement chez des patients VIH, mais pas uniquement. Donc, voilà, on n'a pas mis en place de stratégie de dépistage. François? Juste pour dire que c'est une vraie question, parce que c'est effectivement, pour suivre les patients VIH, les recommandations chez les patients VIH, c'est indépendamment de leur facteur de risque quand même de leur faire un dépistage annuel, alors que la plupart sont dans une situation de non-immunodépression. Donc on a des patients qui sont potentiellement beaucoup plus immunodéprimés, que ce soit les greffés ou nos patients sous immunosuppression au long cours, et on ne le fait pas. Alors le constat, c'est qu'on voit quand même moins de cancer de la marge anale chez ces patients-là que chez les patients VIH, mais je trouve que c'est une question pour laquelle on n'a pas vraiment de bonne réponse. Alors, une question chez le greffé hépatique qui a des facteurs de risque d'éthylotabagisme. Donc tu as suggéré que ça pouvait être peut-être utile de faire des fibroscopies avec coloration de Lugol. Alors, 2 questions par rapport à ça. Peut-on remplacer cette coloration au Lugol qui est... il faut prendre des précautions anesthésiques, intuber les malades, par une coloration virtuelle? Et 2e question, si tu fais cette coloration Lugol, tu le fais à quelle fréquence? Une fois par an, tous les 2 ans? Je sais pas si vous avez vu les recommandations des sociétés sur le dépistage ne mettaient pas cet item dans le dépistage. Pour autant, on a quand même un dépistage, un surrisque aussi qui est important. En fait, on manque de données. Il faut que les centres de greffe éditent des recommandations. Peut-être, j'ai pas trouvé les recommandations de la SFT. Et donc je ne saurais pas dire. Alors après, est-ce qu'il faut faire du NBI, du FICE ou tout ça? J'avoue que mes compétences en équivalence par rapport au Lugol sont pas suffisantes pour pouvoir répondre. Je pense que le gold standard reste le Lugol pour le dépistage du carcinome épidermique de l'œsophage. En tout cas, moi, c'est ce que je fais dans ma pratique. Alors je mets un coup de NBI, mais je continue à... Mais pour les greffés, j'ai pas, mais enfin, je fais pas parce que j'ai plus ces patients. Mais après, c'est pareil, un malade qui a un éthylotabagique, on fait au moment où si on découvre un cancer ORL. Mais après, est-ce qu'on refait cet examen avec quelle fréquence? Je crois pas qu'on ait, il n'y a pas de recommandation de la SFED, un rythme. Donc, je sais pas. À mon avis, si on fait une coloscopie, il faut faire une gastroscopie en même temps et penser au Lugol. Est-ce qu'en faisant cette stratégie tous les 5 ans, on est efficace? Je n'ai pas de données, je ne sais pas. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, et puis peut-être qu'un jour on aura des données un peu plus robustes. Ça fait la transition avec la dernière question pour le moment via l'application. Je suppose que c'est pas complété, mais pour une colo de dépistage, par exemple familial, chez un patient post-transplantation, est-ce qu'on reste au même intervalle que pré-transplantation tous les 5 ans, ou est-ce qu'il faut les rapprocher, cet intervalle? Bonne question. En gros, est-ce qu'il y a un surrisque ou surrisque? Aujourd'hui, je ne crois pas que quand on regarde les critères du dépistage, le critère greffe hépatique soit dans les facteurs de risque associés qui nécessitent une endoscopie plus rapprochée. À quel rythme? Donc moi, j'aurais tendance à au moins la faire tous les 5 ans. Et par contre, pour le coup, je dévierais sur les recommandations de la SFED, là, avec l'élargissement de la surveillance à 7 à 10 ans, peut-être que je ne ferai pas ça. Je resterai à l'ancienne version tous les 5 ans, et j'aurais tendance à peut-être recontrôler s'il y a de la dysplasie d'eau grade, enfin des tumeurs, peut-être à un peu plus rapprocher, 1 ou 2 ans. Voilà, mais c'est personnel. Merci beaucoup Olivier, merci pour la salle. On vous donne rendez-vous demain matin pour la suite de la FMC. On vous remercie vraiment pour toutes vos questions.